Bienvenue sur Ici Éco. L'Assemblée générale de l'Association des banques du Liban ABL, réunie mercredi passé, a procédé à l'élection de son nouveau conseil d'administration. Dans un premier temps, 14 membres ont été élus à l'unanimité, avant que le conseil ne désigne son président, son vice-président, son secrétaire général et son trésorier. À l'issue de cette décision, le conseil d'administration a désigné Salim Sfair comme président de l'ABL, Nadim Assar comme vice-président, Walid Rafael comme secrétaire général et Abdelrazak Achour comme trésorier. Après l'annonce des résultats, le président Salim Sfair a évoqué les défis persistants auxquels le secteur bancaire fait face, mettant en avant la résilience des banques grâce à leur unité, à leur solidarité. Il a également insisté sur la nécessité d'une coopération étroite avec le président de la République et le nouveau gouvernement, suggérant la tenue d'une table ronde dédiée aux questions financières. L'objectif, mener à bien les réformes nécessaires, préserver l'économie nationale, assurer la pérennité des banques et protéger les droits des déposants. D'autre part, le président de la Commission parlementaire des finances et du budget, Brahim Kenaan, a rappelé qu'il demande depuis octobre 2024 le retrait du projet de budget 2025, estimant que ces chiffres ne reflètent plus la réalité et qu'ils constituent un budget fictif. Il a également souligné que ce projet de budget n'a pas été distribué aux parlementaires pour être discuté et que la Commission des finances et du budget n'a pas pu se réunir en raison du contexte de guerre. Nous consacrons cet épisode à une discussion approfondie sur les dossiers que les organismes économiques considèrent comme priorité et sur lesquels le nouveau gouvernement et le nouveau mandat doivent se concentrer. Quels sont les principaux défis économiques et financiers qui y attendent le Liban dans les mois à venir? Qu'en est-il des réformes, de la restructuration du secteur bancaire, du plan de sauvetage, des négociations avec le Fonds monétaire international et les détenteurs d'euro-obligations, ainsi que du budget 2025? Tous ces dossiers et bien d'autres seront abordés avec ici Beyrouth et durant Ici Éco, en présence du secrétaire général des organismes économiques du Liban, Nicolas Chammas. Nicolas Chammas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, Monsieur Matin. Merci pour votre invitation. Donc, comment évaluez-vous le processus de formation du gouvernement par le Premier ministre désigné Nawaf Salam, en coordination et consultation avec le président de la République, le général Joseph Aoun? Et quelle est votre analyse de l'approche adoptée par la composition du gouvernement, ou bien pour la composition du gouvernement? Et êtes-vous optimiste? Laissez-moi d'abord me féliciter de l'élection du général Joseph Aoun, qui bénéficie d'une immense crédibilité auprès de la population libanaise, étant donné qu'il a dirigé l'armée avec une main de fer dans un gant de velours. Et il est parvenu à maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Et c'est pour cela que c'est un membre des institutions qui a dirigé une des institutions les plus importantes du pays, qui est maintenant au palais de Baabda. C'est donc une source de réconfort pour tous les Libanais. Et de confiance. Et de confiance, naturellement. En second lieu, la nomination de M. Nawaf Salam a également recueilli l'adhésion d'un grand nombre de députés et des Libanais également. Naturellement, sa réputation n'est plus à faire en tant qu'ambassadeur, en tant que premier magistrat à l'échelle internationale. Et donc, ce tandem qui se complète d'une façon assez harmonieuse laisse à présager de belles choses pour les jours à venir. Maintenant, si on se penche un peu sur la formation du gouvernement... Et l'approche voilà, je vais vous en parler. Adoptée par, voilà. pour la composition de ce gouvernement. Autant l'élection et la nomination ont eu lieu vraiment au quart de tour, autant la formation du gouvernement semble prendre du temps. Ça a été toujours le cas au Liban. Oui, mais là, nous sommes un peu sortis du schéma traditionnel. L'élection et la nomination étaient hors normes. Donc, nous nous attendions à ce que la formation, elle aussi, soit hors norme. Moi, je pense qu'il y a eu peut-être un retard au démarrage parce que le Premier ministre désigné a voulu octroyer aux partis une certaine liberté pour désigner leurs candidats. Et je pense que ce n'était pas la meilleure chose à faire. En lieu de quoi, il aurait fallu que le Premier ministre prépare une liste en concertation avec le président. De 24, disons, technocrates, des personnalités du Liban et de l'extérieur du Liban, qui soient à la hauteur des enjeux, qui soient intègres, qui soient bien versés dans les questions, disons, économiques et autres,
et aller au Parlement avec cette liste de noms. Si la confiance n'était pas votée par un quelconque bloc, alors ce bloc, à ce moment-là, assumerait ses responsabilités. Moi, je pense qu'il y avait une dynamique assez forte avec 99 voix au président de la République. Il fallait profiter de cette dynamique. Il fallait en profiter. Je pense que cette dynamique a été non pas complètement brisée, mais très freinée jusqu'à maintenant. Au niveau économique, monétaire et financier, pourquoi est-il impératif d'accélérer la formation du nouveau gouvernement? Parce que les défis s'accumulent. Nous sommes dans l'attente d'un gouvernement de plein droit depuis 2 ans et demi. Ensuite, les défis sont énormes et je vais les développer l'un après l'autre. Donc, le temps qui passe n'est pas neutre. Et rappelez-vous, M. Matta, que ce gouvernement va, dans le meilleur des cas, rester en place pendant 16 mois. Donc, c'est une période très réduite. Et chaque jour qui passe nous fait perdre un peu plus de vigueur. Vous voyez, donc, et de confiance. Vous parliez de la confiance. Aujourd'hui, il y a un début de désenchantement, un début. Alors, on aurait pu éviter cela. Et donc, il y a des échéances. Par exemple, la question de la figuration du Liban sur la liste grise. Nous avons à peine un an. Exactement, nous avons à peine un an pour nous retourner. Quoi faire de la question monétaire, de la reconstruction? Ce sont des défis extrêmement importants. Il faut en discuter plus à propos des défis et des priorités, mais pensez-vous que le discours d'investiture du président, du général Joseph Aoun, pourrait servir de base au niveau réforme en ce qui concerne la déclaration ministérielle? C'était un discours historique à mes yeux, parce qu'il a fondé les bases d'une véritable république. Et nous étions dans l'ombre d'une république bananière. Là, nous voyons une république souveraine. Et les premières tâches, les premiers objectifs dont il parlait, par exemple la neutralité du Liban. Par exemple, le fait que le monopole du port d'armes, le monopole de la violence légale, vous voyez, les relations privilégiées avec le monde arabe, un genre de décentralisation très poussée, des relations d'égales de la justice, des relations d'égal à égal avec la Syrie. Tout ça, c'est une fondation extraordinaire pour reconstruire. Ça, c'est les fondations. Pour ce qui est de l'économie, il en a parlé assez peu et je l'en remercie. Parce qu'il a dit textuellement qu'il faut protéger le régime libéral. Oui, il a parlé des dépôts déposants, le régime libéral. Exactement, la liberté de l'économie. Qui dit régime libéral dit qu'il y a peu d'implication de la part de l'État. Donc il n'a pas voulu, disons, entrer de plein pied et laisser le secteur privé jouer le jeu ici. Pour la question des dépôts... Parce que la conception est claire à ce niveau-là. Absolument, absolument. Mais ce n'était pas évident dans les années qui ont précédé. Vous voyez? Pour la question des dépôts, il a dit que moi, je vais être vigilant pour la question des dépôts. Cette vigilance est très importante. Il a complété cela par son discours devant l'Association des banques du Liban. Il a dit qu'il faut trouver une solution, un consensus entre l'État, les banques et les déposants. L'État, les banques et les dépenses, c'est la voie qu'il faut suivre. Donc, les premiers mots du président, d'abord, on découvre avec joie, par exemple, en public, son discours public est très éloquent. Moi, naturellement, je suis resté en privé quelques sessions avec lui. Je connaissais un peu son discours, mais on voit que ces mots sont pesés, que ces mots sont précis et que ces mots sont prometteurs. Okay? C'est clair. Et donc, avec l'association des banques, et nous-mêmes, en tant qu'organisme économique, nous avons sollicité un rendez-vous qui interviendra très prochainement auprès des présidents pour lui signifier notre appui inconditionnel. Le nouveau gouvernement fait face à de nombreux défis économiques et financiers, dont plusieurs doivent être considérés comme des priorités. Parmi les principaux défis économiques et dossiers qui y attendent le gouvernement, donc le sujet du budget pour l'année 2025, faire sortir le Liban de la liste grise de FATF, la restructuration du secteur bancaire, l'approbation d'un plan de réforme et la reprise des négociations avec le Fonds monétaire international, l'échéance des obligations en mars prochain, la reconstruction des dégâts causés par la guerre. Par où commencer et comment engager la véritable phase de réforme? En tant qu'organisme économique, nous mettons la dernière main sur une vision pour l'économie dans les années à venir. Moi, je vais diviser, disons, le travail en 4 thèmes. Le premier thème, comme vous l'avez évoqué à la fin de votre exposé, c'est la reconstruction. C'est la plus immédiate.
parce qu'il y a à peu près 100 000 unités d'habitation qui ont été détruites totalement ou partiellement. Et il y a à peu près autant de familles qui sont en dehors, disons, de tout endroit où elles peuvent vivre et se reconstruire. Donc cela commence par là. Naturellement, l'État libanais n'a pas l'argent qu'il faut, ni dans le compte 36 de l'État, ni à la Banque centrale. C'est impossible. Il faut se tourner vers un grand donateur et à ce moment-là, il n'y a qu'un grand pays arabe comme l'Arabie saoudite ou le Qatar ou l'ensemble d'entre eux, les pays du Golfe, qui pourront mettre la main à la poche parce que sinon, c'est une mission impossible. Et pour ce faire, il faut que le Liban regagne la confiance des pays arabes parce que nous nous étions éloignés malheureusement, malgré nous, pendant 15 à 20 ans et nous avons été hostiles par rapport à cette politique étrangère ou bien cette confiance-là, c'est dire quoi? Ça veut dire que la politique étrangère du Liban doit de nouveau remettre le Liban sur le chemin, dans son contexte dans le contexte et revenir vers l'appartenance arabe. C'est dans notre constitution, le Liban est un pays d'identité et d'appartenance arabe. Donc, nous devons retrouver cela et non pas nous égarer à gauche et à droite parce que ces errements nous ont coûté une destruction totale du pays. Donc, pour pouvoir reconstruire, il faut d'abord recadrer et remettre, disons, le pays dans la boussole vers le monde arabe et surtout le Golfe. Le second point, c'est la question, on va dire, sociale. Et là, la Banque mondiale a souligné qu'il y a certains secteurs prioritaires qui sont la santé, l'éducation, l'environnement, l'énergie et le transport. Ça pourra être financé avec la Banque mondiale. Donc, vous voyez, chaque défi a un donateur ou un financier différent. Les relations historiquement du Liban avec la Banque mondiale sont bonnes, mais malheureusement, le Liban a trop tardé. Il y a souvent des lignes de crédit, des facilités qui ne sont pas utilisées parce que le Liban n'arrive pas, not to deliver. Et c'est des opportunités perdues à chaque fois. Des opportunités perdues à chaque fois. Et donc, il faut rouvrir un dialogue fructueux avec la Banque mondiale. En troisième lieu, tout ce que vous évoquiez entre dans la sphère financière. Si vous permettez, au niveau des négociations avec le Fonds monétaire international, est-ce qu'il faut reprendre ces négociations, il faut les remettre à zéro parce qu'on sait très bien comment le gouvernement de M. Miat a bien dirigé ou bien conduit ces négociations avec M. Saradéché, etc. Donc, il ne s'agit pas de les remettre à zéro parce qu'elles sont à zéro. En fin de compte, nous n'avons fait qu'un début. L'approche n'a pas été bonne. Et j'ai été le premier à le critiquer. Moi, j'ai dit que l'équipe de négociation, la délégation libanaise, n'était pas assez costaud, n'était pas assez puissante, n'a pas su faire entendre sa voix et la voix du Liban. Et nous avons absorbé tous les arguments de la partie contraire. Symboliquement, quand nous, en tant qu'organisme économique, nous installions pour discuter avec le Fonds monétaire, le négociateur en chef, qui était le vice-premier ministre, se mettait avec le FMI et non pas avec le Liban. Et moi, j'ai fait cette réflexion. Comment est-ce possible? Mais de quel côté êtes-vous? Donc, il y a eu ici une certaine confusion, une certaine adhésion, pour ne pas dire un abandon de souveraineté de la part du Liban pour suivre les desiderata du Fonds monétaire international. C'est quelque chose d'inacceptable. Nous avons vu qu'à ce moment-là, beaucoup d'autres pays avaient eu une certaine compréhension de la part du Fonds monétaire et avaient pu, non pas dicter, mais convaincre le Fonds monétaire du bien fondé de leurs arguments. Nous avons de bons arguments. Le Liban est un pays avec beaucoup de spécificités. Nous pourrions trouver un peu de marge de manœuvre comme l'Égypte, comme d'autres pays africains, comme l'Argentine, comme le Venezuela, qui ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est ce que nous comptons faire, surtout sur la question des dépôts. La question qui a surtout opposé les organismes économiques au FMI, c'est le fait qu'ils veulent supprimer des dizaines de milliards de dépôts parce qu'ils vous disent ça c'est de legacy, donc ils veulent se débarrasser du passé et ils ont un titre ou vraiment un objectif. Ils voulaient remettre le compteur à zéro, c'est ça? Remettre le compteur à zéro et arriver à ce qu'ils appellent debt sustainability, la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire c'est le contrôle, c'est comment contrôler la dette. Donc. Exactement. Et plus vous avez de la dette, plus ils pensent que l'économie ne peut pas s'en sortir.
eux vont en fin de compte nous prêter simplement 3 milliards. Alors notre argument, c'était nous allons... Mais ces 3 milliards allaient nous coûter combien? Une fortune. C'est 3 milliards, une fortune en tant qu'impératif et dictat sur l'économie libanaise. Nous leur avons dit, vous allez récupérer vos 3 milliards en premier, après laissez-nous en paix, diriger notre propre maison. Donc d'abord, ils ne veulent pas écarter la possibilité d'éliminer une énorme partie des dépôts, ce qui est inacceptable à nos yeux. Nous savons combien cette perte de confiance coûtera à l'économie libanaise quand on vient aujourd'hui d'un coup de trait rayer, disons, les dépôts, l'épargne, les économies de 3-4 générations de Libanais. C'est une folie. Le Liban a toujours vécu à l'ombre de l'intermédiation bancaire. Et c'est un secteur qui a fait les belles heures du Liban. Nous ne sommes pas du tout disposés à laisser tomber cela. En second lieu, ils ne respectent pas la propriété privée. La propriété privée et l'article 15 de la Constitution libanaise, c'est quelque chose d'extrêmement important. Exactement, c'est sacré. Mais M. Chabas, considérez-vous que la conjoncture actuelle constitue une opportunité historique pour mettre le pays en œuvre, ou bien pour mettre en œuvre les réformes nécessaires pour ou bien un nouveau départ? Oui, naturellement, l'arrivée du général Joseph Aoun est une opportunité historique pour le pays. Moi, je vois en lui un nouveau Fouad Chahab, purement et simplement. Fouad Chahab était naturellement connu pour la mise en route de l'administration, créer de nouvelles institutions, etc. Alors qu'ici, je pense que le président Aoun pourrait être le signal du renouveau économique. En fait, nous attendons cela depuis des années, depuis 20 ans, et en particulier depuis 5 ans après l'effondrement économique. Donc, et ça m'amène à mon 4e défi, le défi économique en lui-même. Parce que ce n'est pas seulement la question monétaire, ce n'est pas seulement la question bancaire. Il faut se rappeler qu'il y a une cascade. Ça a commencé par des problèmes politiques, ensuite financiers, ensuite monétaires, ensuite bancaire, ensuite économique. Aujourd'hui, on a tendance, c'est-à-dire qu'un observateur qui ne s'implique pas assez dans les profondeurs de la question pense qu'il s'agit d'un problème entre une banque et des déposants. Ce n'est pas ça du tout. C'est également l'économie réelle qui est en souffrance. C'est ça. Ça, nous le savons depuis déjà 2020 et encore plus depuis la guerre qui a commencé le 17 septembre dernier et qui a détruit des pans entiers de l'économie, notamment le secteur commercial dont je suis le représentant. Et là, il faut s'atteler à rebâtir l'infrastructure économique, l'infrastructure commerciale pour donner du travail ici de commerce, de tourisme, d'agriculture, d'industrie. Par exemple, le commerce a perdu 50% de sa capacité. 50% de l'offre commerciale est partie. C'est un désastre qualifié. Donc, il faut faire repartir tout ça. Comment récupérer ces pertes? On va récupérer ces pertes graduellement. Il faut que la confiance revienne. Il faut que les commerçants, un commerçant, disons, typique, durant 50 ans, M. Matta a rebâti son entreprise 5, 6, 7 fois. Ça suffit. Il faut qu'on ait aujourd'hui une terre ferme et un engagement de l'État libanais et de l'étranger, comme quoi nous allons pouvoir rebâtir en paix. Aujourd'hui, il n'y a plus d'investissement affectif. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un rendement sur nos investissements. C'est clair. Revenons au discours, le discours d'investiture du président Joseph Aoun. L'une des priorités du mandat, selon le discours d'investiture du président de la République, est la lutte contre la contrebande et la protection de l'économie formelle. Exactement. Donc, quelles sont les mesures principales qui doivent être prises pour pouvoir protéger l'économie formelle, le secteur privé, légal, et lutter contre donc les entreprises illégales et l'invasion fiscale, etc. C'est un des passages du discours d'investiture qui a été le plus applaudi par les parlementaires parce que nous avons tellement souffert de cela. Quand je dis nous, c'est le secteur privé légal et légitime. Malheureusement, M. Matta, la question de l'économie cash, le cash economy, est en train de compliquer la situation parce que ça permet aux fraudeurs, ça permet aux contrebandiers de se cacher, de passer inaperçus dans la masse. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est fermer
disons, cloisonner les frontières du Liban. Tant que les frontières sont ouvertes à tous les vents, il n'y a pas moyen de mettre notre maison en ordre. Donc il faut d'abord mettre symboliquement une clôture autour de l'économie libanaise pour pouvoir rebâtir. Maintenant, le départ du régime Assad est une bonne nouvelle dans ce sens, parce qu'eux-mêmes ont nourri la contrebande depuis les années 70. La contrebande, le Keptagon, tout cela, donc, tout cela. Le Keptagon récemment, on a bien vu donc les usines de Keptagon. Imaginez-vous que durant 2 ans, dans la période précédente, il y a eu 700 millions de pièces ou de comprimés de Keptagon qui ont été exportés vers le Golfe. Et là-bas, le prix de vente peut arriver jusqu'à $10 par comprimé. Ce sont des sommes affolantes. Donc, il faudra mettre un terme à cela. Ça nous a fait perdre des marchés à l'étranger. Ça fait 3-4 ans. Et quand l'industrie libanaise perd un marché, comme le marché saoudien par exemple, vous ne pouvez plus reprendre votre place. C'est impossible. Parce que d'autres pays, comme la Turquie, l'Égypte, etc., ont pris votre place sur les étagères, dans les supermarchés, dans les points de vente. Ce sont des dégâts irréparables. Donc, ce qu'il faut faire, comme on a dit, il faut des mesures de force, c'est-à-dire l'armée libanaise doit se déployer. Et nous avons entendu de la part des nouveaux dirigeants syriens un discours d'apaisement et de soutien. Ils ont dit qu'ils allaient faire ce qui leur incombe de faire concernant leur partie de la frontière. Donc ça, c'est déjà prometteur. En même temps, on a évoqué... Mais juste, si vous permettez, expliquez-moi quelle corrélation existe entre la restructuration du secteur bancaire, la solution en ce qui concerne les déposants, l'économie formelle, la liste grise, cash économie. On tourne dans un cercle, c'est le même cercle. Hein? Oui, c'est le même cercle. Il faut trouver une solution pour les banques, les déposants, donc ici, appuyer l'économie formelle, trouver cette solution pour cette économie, et puis donc sortir de la liste grise. Il y a une corrélation entre... Vous avez la réponse est dans votre question, vous avez tout dit. Parce qu'effectivement, tout cela est lié et ces différents composants forment le cercle vertueux dont nous avons besoin. Effectivement, quand le secteur bancaire repart, une grande partie des liquidités va de nouveau être canalisée vers les banques. Et là, il sera possible de suivre, de faire le contrôle nécessaire, de faire de la bonne gouvernance, de faire le compliance, etc. Donc tout cela réduit de facto une grande part de l'économie de la contrebande. Et avec tout cela, nous allons mettre en œuvre les mesures, disons, souveraines dont je parlais tout à l'heure. Il y a quelques lois qu'il faut encore faire passer, améliorer la question sur le secret bancaire, peut-être un capital control un peu allégé, la restructuration des banques. Tout cela permet d'atteindre plusieurs objectifs d'un coup. Donc, vous avez bien dit, le centre de cela, c'est la restructuration du secteur financier et bancaire. Donc, la restructuration du secteur bancaire ne doit pas se faire aux dépens des déposants, comme cela avait été proposé précédemment, lorsque les plans de restructuration des banques se heurtaient au refus en raison de son accent sur la réduction ou bien les annulations des dépôts, car cela conduirait à une crise de confiance dans l'État libanais et son secteur financier et son système bancaire. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas du tout que les épargnants, que les déposants payent la facture, payent l'ardoise. Et de la même façon, comme les déposants ont mis leur argent auprès des banques, les banques ont mis l'énorme majorité de leur argent auprès de la Banque centrale. Donc, l'équation est très simple. Il faut que l'État soit le premier responsable, puisque c'est lui qui a dépensé l'argent. Et la restructuration bancaire n'est pas la principale, c'est la restructuration de l'État qui est la principale. La restructuration du secteur public. Restructuration du secteur public, pour vous, il faut restructurer le secteur public. Exactement. Donc, restructuration de l'État. Donc, l'État pourra donc couvrir sa dette envers la Banque centrale. Exactement. La Banque centrale donc, va pouvoir couvrir sa dette ou bien ses dettes auprès des banques. Et des banques donc, pourront repayer les dépôts aux déposants. Cette cascade que vous décrivez, c'est le chemin qu'il faut emprunter.
toute autre façon de faire ou de dire les choses, mais ni c'est de le la Fonds pure monétaire international, idéologie. ni les gouvernements précédents, ni les experts et donc les consultants financiers qui existaient autour de ce gouvernement étaient convaincus de cette stratégie. Mais nous sommes en train de gagner du terrain. Mhm. Je vais vous dire comment. En tant qu'organisme économique, en 2022, nous avons publié une étude, et vous la connaissez par cœur, alternative, Mhm. pour faire repartir cette question bancaire. Et il y a également un tournant qui a été pris avec un jugement du Conseil d'État qui nous donne exactement raison du fait que l'État ne doit pas, disons, laisser la Banque centrale ne pas repayer l'argent aux banques commerciales. L'État ne doit pas exonérer la Banque centrale de ses obligations. Une fois que la Banque centrale aura remis ces fameux 85 milliards aux banques commerciales, il n'est même pas nécessaire de les restructurer. Vous voyez, donc la restructuration ne veut rien dire sans les efforts qui doivent être fournis et déployés par l'État dans la période à venir. Selon vous, vous représentez aussi les organismes économiques. Oui. Pourquoi le gouvernement doit récupérer le projet du budget 2025 et quel budget est nécessaire? OK. Le budget 2025 a été présenté dans les délais légaux constitutionnels début septembre 2024. Et nous avions, en tant qu'organisme économique, revu ce budget avec le ministère des Finances. Et pour être totalement objectif, il n'était pas mauvais parce qu'il n'y a pas d'impôt supplémentaire. Au contraire, il y avait eu la volonté de l'État d'élargir l'assiette fiscale et de débusquer et de démasquer beaucoup de personnes qui échappaient à l'impôt. Et d'ailleurs, début septembre, un effort sur le terrain avait été fait par le ministère des Finances auprès de tous les magasins qui ont pignon sur rue en les mettant en garde. Si vous ne présentez pas votre numéro fiscal, disons dans les jours à venir, nous allons fermer votre établissement. Donc c'est du sérieux, c'est la première fois qu'on a vu cela. Mais pourquoi aujourd'hui nous réclamons le retrait du budget? C'est parce que la guerre a tout changé. Les hypothèses de travail ne sont plus valables du tout. Il faut remettre en question tous les chiffres qui existent Exactement, dans ce budget. parce que les hypothèses ont complètement changé, tant dans les recettes que dans les dépenses. Et les conditions de départ aussi. Exactement. Alors, nous avions déjà demandé ça durant la guerre. Okay? Nous avons, disons, joint notre voix à celle de la Commission des finances pour dire au gouvernement qu'il faut retirer. Maintenant, malheureusement, la Constitution dit que si le 31 janvier, le Parlement, aujourd'hui n'a pas approuvé la loi, le gouvernement a le droit, sur la règle du 12e, a le droit de publier le budget tel qu'il est. Le budget tel qu'il est. Sans décret. Par décret. Bah, décret, mais le président ne va pas signer ce décret. Ah, voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Clair. Ça, c'est une autre histoire. Il faut dire que le gouvernement a le droit, mais non pas l'obligation. Voilà toute la réponse. Le gouvernement peut dire, moi, j'ai le droit. Mais il ne va pas faire ça. Exactement. Et le président était clair. Et le président a raison. Au cas où il demande le retrait et la révision de ce budget, il a tout à fait raison. Et donc, on peut le faire sans faire aucune entorse à la Constitution. Parce que la Constitution parle de droit et pas d'obligation. Il me reste 2 minutes et 2 questions. Après la chute du régime de Bachar el-Assad, donc les revendications se multiplient en ce qui concerne la remise en question de tous les protocoles et accords signés avec la Syrie. Vous représentez aussi les organismes économiques et pour vous, c'est impératif de remettre en question tous ces protocoles et ces accords. Pourquoi? Parce qu'ils sont très défavorables au Liban. Ils ne sont pas équilibrés. Ils donnent la part du lion à la Syrie. Et d'ailleurs, ils sont très anciens, ça date depuis une vingtaine d'années. Il faut retrouver un nouvel équilibre, mais ce ne sera pas très simple parce que des conventions d'État à État doivent suivre des procédures dans les parlements et tout cela. Mais nous allons nous faire fort de pousser à la révision de tous ces accords parce qu'en l'état, ils causeraient un très grave préjudice à l'économie et à la société libanaise. Pour vous, le terme confiance est un terme essentiel pour la relance. Certainement. Le président s'est également engagé à discuter d'une stratégie de défense complète sur les plans diplomatiques, économiques et militaires. Mais quelle relation existe entre le monopole de port d'armes et la relance économique? Il n'y a pas d'État sans un monopole de port d'armes. L'État a certaines prérogatives souveraines, c'est-à-dire la défense,
la sécurité intérieure, la justice, les affaires étrangères, les finances. Si jamais une quelconque partie devait partager avec l'État une de ces fonctions, il n'y a plus d'État. Tout cela, ce sont les attributs d'un État indépendant et souverain. On ne peut pas se gargariser dans notre indépendance si jamais la défense n'est pas entre les mains exclusives de l'État. Si cela n'était pas fait, nous aurons subi cette guerre pour rien et nous aurons perdu encore peut-être 10, 20, 30 ans et continuer à patauger dans le déclin où nous sommes. Moi, je place en tant que personne, donc en tant que citoyen, tous mes espoirs dans le leadership du président Aoun pour taper du poing sur la table et dire que nous allons aujourd'hui non seulement établir une stratégie de défense, mais nous allons ramener toute la couverture vers l'État libanais sans aucune autre compétition ou contribution possible. Nicolas Chamas, vous êtes le secrétaire général des organismes économiques. Je vous remercie. Merci à vous. Et bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.